suffit de se rappeler la période des années 1930, où on disait bonjour à Monsieur Hitler, où on lui serrait la main, on le recevait et où on a signé des accords qui s'appelaient les accords de Munich. Oui. Et tous les historiens après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ont dit on s'est trompé, on a fait une erreur majeure qui nous a coûté des millions de morts, la Shoah et d'autres choses. Ne nous laissons plus piéger à l'avenir et on recommence. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Daniel Habert. Daniel, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue, vous enseignez, vous enseignez les relations internationales, on va dire comme cela, en France et aussi en Israël. Et avec vous, je voudrais avoir d'abord votre appréciation. On a souvent l'habitude de vous solliciter pour parler des relations entre Israël et la Chine. On va en parler. On va parler de la place de la Chine dans le conflit actuel. Mais avant tout, je voudrais avoir votre appréciation, parce qu'on ne l'a pas eu depuis le début du conflit, votre appréciation sur cette guerre qui est censée être dans une période de cessez-le-feu, mais qui se poursuit d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, avec le blocus américain en direction des ports iraniens, et puis de l'autre côté, le Hezbollah et Israël et le Hezbollah avec un cessez-le-feu qui n'en est pas véritablement un. Quel regard vous portez après 2 mois de guerre, plus que 2 mois de guerre même? Écoutez, j'écoute comme vous tous les débats et je suis frappé par le fait que la plupart des commentateurs font semblant de ne pas comprendre, non pas le déroulement de la guerre, je crois que tout le monde le voit et y assiste, mais l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Ils font semblant de croire que l'Iran est un pays avec qui on peut parler, que c'est un pays un peu comme les autres, souverain. L'attaquer, c'est violer le droit international. Il a le droit, au fond, de développer toutes les armes Ouais. comme n'importe quel autre pays. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'Iran fait partie du mouvement le plus dangereux au monde, qui s'appelle l'islamisme, qui est le totalitarisme du XXe siècle, comme le furent le nazisme, le fascisme japonais, le bolchevisme stalinien au XXe siècle, qui ont été vaincus, mais il a fallu beaucoup d'efforts et de longues années pour les vaincre, Ouais. et beaucoup de drames. Et donc, on est face à la même chose. Et donc, faire semblant de croire que l'Iran est un pays avec qui on peut parler, c'est un pays, disons, entre guillemets, normal, c'est ça l'erreur. C'est un pays qui est un pays fanatique, drivé par une idéologie mortifère, et faire ce que fait Israël et faire ce que font les Américains, c'est incontournable, indispensable. Alors, est-ce que c'est une maladie de l'Occident, on va dire, de vouloir considérer des ennemis qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas rationnels, qui sont effectivement des ultra-radicaux, des jusqu'au-boutistes comme l'Iran, de vouloir en faire des ennemis rationnels que l'on peut peut-être d'une certaine manière apaiser en donnant, peut-être en proposant des cessez-le-feu, puis des accords, puis des règlements. Il n'y a pas une mauvaise compréhension, Oui. une mauvaise perception, on va dire, de la part de l'Occident? Il suffit de se rappeler la période des années 1930, où on disait bonjour à Monsieur Hitler, où on lui serrait la main, on le recevait et où on a signé des accords qui s'appelaient les accords de Munich. Oui. Et tous les historiens après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ont dit on s'est trompé, on a fait une erreur majeure qui nous a coûté des millions de morts, la Shoah et d'autres choses. Ne nous laissons plus piéger à l'avenir et on recommence. Donc vous avez parfaitement raison. C'est un aveuglement, probablement en partie volontaire, qui est lié au fond à l'affaiblissement d'abord de la capacité militaire de l'Occident, surtout l'Europe bien sûr, les Américains heureusement sont encore là, et puis un affaiblissement du psychisme, un affaiblissement de la volonté de survivre, et Israël est une espèce de modèle que les Européens admirent. Parce qu'on entend beaucoup d'admiration sur ce que fait Israël. Oui, c'est une maladie de l'Occident. Alors, concrètement, aujourd'hui, on est dans une situation où les Américains semblent vouloir jouer la carte de la fermeté. Ils le font à travers ce blocus dont on parlait et qu'ils maintiennent et qui
on va dire, affaibli considérablement l'Iran. On se demande même pourquoi ils n'ont pas commencé par cela aussi, ou ils n'ont pas joué cette carte-là, même depuis le début, parallèlement au bombardement. Je voudrais mieux comprendre un peu les changements qui sont en train de se produire dans le Moyen-Orient, parce qu'on assiste, on a vu au début de la guerre les bombardements de l'Iran contre les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Est-ce que on assiste peu à peu à des changements qui peuvent être tectoniques dans cette région, c'est-à-dire une prise de conscience ou alors un retour, on va dire, de la confrontation la plus dure entre l'islam sunnite et l'islam chiite? Non, alors, moi je ne vois pas de confrontation entre les deux islams, d'autant que les gens oublient beaucoup que l'Iran a été un lieu de fusion des deux islams. Ali Khamenei, qui vient d'être éliminé, qui a géré l'Iran pendant 35 ans, 37 ans, a été le traducteur des écrits sunnites de Hassan el-Banna et du grand idéologue des frères musulmans qui s'appelait Sayed Qutb. KUTB. Et donc, il avait intégré Khamenei, la pensée sunnite et la pensée chiite. Donc, je crois que ce à quoi on assiste, c'est plutôt un reclassement des différentes puissances par rapport d'abord à la Russie, qui a été progressivement éliminée du Moyen-Orient. Il ne restait plus que la Syrie, et où on voit donc que les Américains sont restés un petit peu seuls au Moyen-Orient, et qu'au fond, tous les trois grands blocs de population, les Turcs, les Perses et les Arabes, sont tous en lien avec les États-Unis étant amis et des Turcs et des Arabes, et étant le principal ennemi de l'Iran. Donc ce qui se constitue, c'est une coalition anti-Iran, Oui. avec des hésitations, parce que vous parliez de la Chine, on va peut-être en Alors, on va parler, mais parler. Oui, voilà. Justement, je voulais parler de la Chine parce que on doit bien avouer que la Russie ne soit pas présente. On peut le comprendre. Elle a d'autres chats à fouetter, si je puis dire comme ça, avec la guerre contre l'Ukraine. Mais pourquoi la Chine est-elle si tiède, pour ne pas dire un peu glaciale, envers un soutien à l'Iran, qui est son allié, on va dire, un de ses alliés les principaux, les plus Alors, importants? il faut retirer le mot allié. Oui. La Chine n'a pas d'alliés, c'est Oui. une politique très ancienne. Elle n'a pas d'alliance, elle ne donne de garantie de sécurité à personne. C'est vraiment une position très ferme. Elle a des partenaires, souvent de circonstances. Et donc, si on regarde un petit peu la politique de la Chine depuis qu'elle s'intéresse au Moyen-Orient, c'est en gros depuis 1980, quand la Chine a basculé vers le capitalisme pour aller vite. La croissance chinoise a été tellement forte qu'elle a, d'une part, eu besoin d'énormément d'énergie. Donc très vite, la Chine est devenue le premier acheteur de pétrole du monde et évidemment du Moyen-Orient, remplaçant en cela le Japon. Deuxièmement, il est le plus grand fournisseur de toutes sortes de biens au Moyen-Orient, les biens de consommation, les mêmes que nous, mais aussi des biens d'équipement, des machines, des raffineries, des usines et des infrastructures, les ports, les aéroports, etc. Et pour faire ça, la Chine, d'abord, elle a besoin d'un Moyen-Orient en paix. Et deuxièmement, elle n'a pas choisi de partenaires principaux. Elle était l'ennemi de tout le monde, pratiquement jusqu'à, disons, 2023. Elle avait signé des accords à long terme, des accords commerciaux, mais qui avaient quand même un caractère stratégique, avec des engagements à acheter chaque année tant de pétrole, mais réciproquement de vendre un certain nombre de biens chinois, et tout ça étant compensé pour éviter de dépenser des dollars. Alors il y avait des systèmes donc assez équilibrés, et tous les pays étaient en partenariat avec la Chine, y compris, j'insiste beaucoup, Israël. Et tout ça reste. Les Chinois ont des présences partout. Il y a un très bon ambassadeur chinois en Israël qui est extrêmement amical avec les Israéliens et qui n'arrête pas de répéter qu'Israël reste un ami. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'attaque russe sur l'Ukraine, puis la guerre en Iran, Mhm. la Chine s'est trouvée un petit peu obligée
de, de se rapprocher de ces deux alliés pour une raison majeure. C'est que depuis Obama, les Américains ont décidé que la principale menace d'avenir pour les États-Unis, c'était la Chine. Ouais. Et c'est vrai que la Chine, c'est la seule puissance au monde qui peut un jour remplacer l'hégémonie américaine, d'abord parce qu'ils sont 4 fois plus nombreux et que donc il suffit que les Chinois deviennent un peu plus riches qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils sont très loin des Américains, ils sont très loin des Européens, ils sont encore plutôt moyennement riches ou moyennement pauvres, mais dès qu'ils seront un peu plus riches, ils auront une puissance, un PNB, comme on dit, une production nationale qui sera plus importante que celle des États-Unis, jusqu'à 2 ou 3 fois. Mhm. Donc, on voit bien que les Américains ont eu peur et s'en sont pris aux Chinois. Donc, les Chinois se sentent agressés par les États-Unis, sentent que les Européens, au lieu d'avoir une politique indépendante, sont obligés d'obéir aux Américains. Et donc, Mais et se rapprocher de la Russie, se rapprocher de l'Iran, c'est en même temps, c'est faire face à l'Amérique. Voilà, il suffirait que les Américains disent aux Chinois calmons-nous et faisons des deals, ce qui n'est pas du tout exclu dans l'avenir, puisque vous savez que ouais. bientôt Trump va à Pékin, pour que les choses s'arrangent et que la Chine ne soit pas cet allié apparent des Russes et des Iraniens qui, entre nous, ne sont pas la tasse de thé des Chinois. Ouais. N'oublions pas que les Chinois, ils ont eu une révolte islamiste, les Ouïghours, Les Ouïghours, ouais, bien sûr. et donc eux, c'est pas des fanatiques comme les Iraniens, comme l'islamisme. Pour les Chinois, l'islamisme, c'est un danger autant que nous. Ouais. Au bout du compte, d'une certaine manière, c'est quand même la Chine qui est impactée plus sérieusement par le blocus américain, parce que c'est surtout du pétrole qui est en direction de la Chine, qui est retenu aujourd'hui dans les ports iraniens, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? C'est une question centrale. L'apparence aujourd'hui de la Chine, c'est on est serein, pas de panique, et on est prudent. Pourquoi pas de panique? C'est parce qu'évidemment, ils ont besoin du pétrole du Moyen-Orient, mais il y en a qui arrivent quand même, celui des Émirats et des Saoudiens par les pipelines. Une partie passe par le détroit d'Ormuz, donc ils reçoivent du pétrole. Ils ont des stocks énormes. Ils ont profité en particulier des besoins que les Iraniens et les Russes avaient de vendre du pétrole, alors qu'ils sont sous sanction, au seul acheteur qui était la Chine, pour acheter beaucoup de pétrole Oui. à des prix extrêmement intéressants. On était à 60 dollars, ils ont dû les acheter à 50. Wow. Aujourd'hui, c'est 120, vous voyez. Donc, ils en ont profité pour garnir des stocks. Ils ont de la place. Donc, ils sont pas aux abois. Ils ont beaucoup diversifié leur système énergétique. Ils ont des centrales nucléaires. Ils en ont plus de 60, plus que la France, plus que les États-Unis. Ils ont créé des barrages extraordinaires. Le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze qui donne l'électricité. Ils sont les premiers fabricants et utilisateurs de panneaux solaires. Donc, ils ont des alternatives et puis ils peuvent acheter du pétrole ailleurs. Ils vont en acheter plus aux Russes. Et puis, il y a beaucoup de pays dans le monde qui vendent du pétrole. Donc, il n'y a pas de panique immédiate. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, vous avez raison. À long terme, le détroit d'Ormuz ne peut pas rester fermé. Et d'autant que la Chine est devenue, avec notamment Trump qui commence à faire des guerres commerciales, qui devient le pays le plus protectionniste du monde. Curieusement, ce pays qui est dirigé par un parti communiste est le plus grand promoteur du libre-échange mondial. Et la liberté des mers, Ouais. c'est essentiel pour la Chine, d'autant qu'il y a d'autres détroits par lesquels le pétrole passe et par lesquels les marchandises chinoises passent pour aller vers l'Europe. Vous avez le détroit de Malacca, là, qui est coincé entre la Malaisie et l'Indonésie, qui sont pas des vassaux de la Chine, donc la Chine s'inquiète. Et puis il y a le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez que les Chinois pratiquement n'empruntent plus, font le tour par l'Afrique. Donc tout ça préoccupe énormément la Chine parce que au fond, la politique chinoise, c'est un petit peu l'antithèse de la politique de Trump. Trump dit la paix par la force et les Chinois disent la paix par le commerce. Et donc, la liberté du commerce, c'est essentiel pour les Chinois. Donc, vous avez raison.
cette fermeture du détroit d'Ormuz, d'abord, c'est une très bonne idée américaine. Et on peut s'étonner qu'il ne l'ait pas eu du premier coup. C'est les Iraniens qui leur ont donné l'idée. C'est une trouvaille. Mais ça ne peut pas durer très longtemps parce que les démocraties n'ont pas la patience des dictatures, en gros. Ouais. On le comprend bien et effectivement, on va voir effectivement combien de temps ça va durer. Pour l'instant, le temps semble long, mais effectivement, les observateurs ici en Israël disent qu'il faut s'armer de patience pour régler ce problème. On le comprend. Ça ne se résout pas en deux, trois mouvements. Et en tout cas, merci beaucoup, Daniel Habert, de nous avoir expliqué donc ces relations dans ce qu'on peut appeler le nouveau Moyen-Orient après 2 mois de guerre et également le rôle important de la Chine, même si on a le sentiment parfois qu'elle est en retrait. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Et n'oubliez pas que le 14 mai, dans 2 semaines, Trump et Xi Jinping se rencontrent. Voilà, alors ça sera important et on verra effectivement les répercussions, l'impact de cette rencontre sur ce qui se passe ici dans la région. Merci beaucoup à Daniel encore. À bientôt. À bientôt. Au revoir.